Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, chers frères. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Je remercie tous ceux qui regardent ou regarderont cette vidéo. Je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes possibles, mais également d'inviter vos amis à s'abonner s'ils ne le sont pas encore, afin de recevoir les notifications quand nous sommes en direct. Souscrivez également au membership pour soutenir le développement de notre chaîne, ou bien faites un thank you sur la vidéo pour soutenir le développement de notre chaîne. Je fais une vidéo pour parler ou une présentation, comme je dis, on devrait dire en 2025, pour parler de la normalisation des relations entre le Ghana et l'Alliance des États du Sahel. La normalisation en cours, devrais-je dire, des relations entre le Ghana et la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Les pays cités ici, donc les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, sont le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Et devrais dire que ces trois pays, suite aux sanctions punitives qui étaient dictées à la CEDEAO par des grands intérêts étrangers, ont décidé de quitter la CEDEAO pour pouvoir créer ce qu'ils ont appelé la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont trois pays qui ont souffert de les crises d'insécurité dans leur village. Je me rappelle encore de Amadou Toumani Touré recevant un chef d'État français qui disait, je cite, « Je suis là pour régler un problème qui m'a été imposé de l'extérieur. » Donc, les problèmes sécuritaires ont vraiment créé de lourdes pertes en vies humaines dans ces trois pays, de lourdes pertes en biens des populations, de déplacement des populations des campagnes vers les zones urbaines qui fuyaient les exactions des bandes armées. Ça, il faut le dire. Ça, certains grands médias en Europe là ne le diront pas, mais c'est ce qui est. Les exactions des populations qui ont tout perdu, les récoltes, les maisons, des écoles qui ont été brûlées, des enfants qui ont passé presque une décennie sans aller à l'école, et je ne sais pas comment on rattrape tout ça. Donc, ça a mis sur la table un problème sécuritaire aigu. Le problème sécuritaire aigu a mis sur la table de gros problèmes pour ces États qui étaient en voie de disparition. Le Mali, le Burkina, le Niger. D'ailleurs, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, a souvent cette phrase ironique. Il dit, on disait que les terroristes vont passer le réveillon de Nouvel An à Ouagadougou. Ça veut dire que le pays ne tenait plus que sur 20% de son espace et le pays était envahi par des bandes armées qui avaient conquis 80% du pays et la situation était difficile. La situation était difficile parce qu'on avait une armée qui ne parvenait pas à se défendre, elle n'avait pas les moyens de se défendre, n'avait pas le matériel pour se défendre, elle n'avait pas les moyens de rémunérer les personnes. Elle était face à justement un blocus que lui imposait la CEDEAO qui était piloté par des intérêts étrangers. À partir de ce moment, c'est un peu comme on a vu en Côte d'Ivoire sous Laurent Gbagbo, c'est que c'est la CEDEAO qui s'est retournée contre Laurent Gbagbo, a fait voter tous les textes qu'il fallait, alors que c'était tout simplement une affaire d'élection à l'intérieur d'un pays. Et c'est ce qui a frappé malheureusement les pays de l'AES. Et on doit ici saluer le leadership des pays de l'AES, surtout le colonel, maintenant c'est le général de corps d'armée Assimi Goïta, je pense, mais aussi le fait que la main tendue au Burkina Faso donc leur a permis de cheminer ensemble, de travailler ensemble, et avec l'arrivée du général de brigade Abdourahmane Tiani, ils ont fait corps, je crois, ils ont fait corps, comme on dit, pour signer la charte de l'Ilitako Gourma afin de
réamener, de collaborer, de créer un état-major commun, de signer une alliance stratégique avec la Russie, qui leur a permis d'acquérir le matériel, d'acquérir les formateurs, les instructeurs militaires, de faire beaucoup de choses, de créer un état-major commun, un commandement commun, de partager les renseignements. Hein. On a vu par exemple des gens qui étaient partis toujours d'un pays d'Afrique de l'Ouest pour aller faire un coup d'État et renverser Abdourahmane Tiani et qui ont été arrêtés au Niger alors, juste quand ils venaient de rentrer et ça a fait échouer dans cette tentative. Donc, le partage du renseignement, la coopération sécuritaire et le fait qu'ils aient un allié qui leur permette d'avoir les moyens de surveiller les informations sur leur territoire, comment on dit ça, d'avoir la surveillance par satellite, etc., etc., leur a permis petit à petit de commencer à reconquérir, voilà, leur territoire. Par exemple, le Burkina Faso a reconquis 50% de son territoire, puisqu'ils disent qu'aujourd'hui, ils ont sécurisé 70% de son territoire. Hier, c'était 20%. Donc, il y a encore 30%, mais 50%, c'est déjà beaucoup. Et donc, ils travaillent petit à petit à ramener la population sur ces territoires-là. Et le Mali, par exemple, a repris la ville de Kidal, la ville stratégique de Kidal, donc a reconquis tout l'État, je crois que c'est l'État de Tombouctou, et la ville stratégique de Kidal jusqu'à celle de Tinzaouaten. Donc, qui permet à l'État malien, comme a dit le général de corps d'armée Assimi Gota, d'avoir une situation sécuritaire sous contrôle. Donc, pareil, au Niger, le général Salifou Modi, qui est le ministre de la Défense, et même le président Abdourahmane Tiani ont toujours dit la situation dans notre pays est sous contrôle. Donc, on voit bien qu'elle est sous contrôle, d'autant puisqu'ils ont les informations sur les différentes menaces qui peuplent leur territoire. Voilà. Et ce qui est choquant, c'est que dans cette affaire, on n'a pas vu la CEDEAO vraiment venir au secours de leurs frères, que ce soit par l'action humanitaire. Par exemple, quand vous avez des déplacés en zone urbaine, il faut faire quelque chose au niveau humanitaire. On n'a pas vu cela se mettre en place. On n'a pas vu la CEDEAO, par exemple, se manifester pour voler au secours de leurs frères, non pas seulement dans l'action humanitaire, mais on n'a pas vu la CEDEAO, par exemple, voler au secours des populations du Mali, du Niger et autres, en les appuyant, par exemple, pour qu'ils puissent se défendre. Donc, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. C'est vraiment dommage. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu la CEDEAO faire ça. On n'a pas vu la CEDEAO donner un appui budgétaire à ces pays-là pour les aider à se battre. Mais en revanche, on a vu la CEDEAO dans ce qu'ils ont appelé les sanctions. Alors, les sanctions. Et quelles sanctions même? Les sanctions dans le genre, le Nigeria a décidé de couper l'énergie électrique au Niger. Et la coupure d'énergie électrique a entraîné la mort des enfants dans une couveuse. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Et je trouve logique que ces États ont décidé de quitter la CEDEAO. La coupure du courant, l'histoire retiendra, la coupure du courant dans des hôpitaux qui a entraîné la mort des bébés sous couveuse, la mort des femmes en instant d'accouchement. Je ne veux pas aller dans d'autres détails plus douloureux. Le premier ministre du Niger, Mohamed Lamine, a suffisamment exposé cela. C'est les choses que nous ne voulons plus revoir sur le continent africain. Et dans cette affaire, j'en viens progressivement au Ghana. Ce qui est choquant, c'est que dans la CEDEAO, vous avez les États anglo-saxons, donc de culture anglo-saxon. Le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, la Gambie. Donc, ce sont des pays de culture anglo-saxon. Vous avez des pays de culture luxophone. Donc, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, etc. Vous avez aussi des pays de culture francophone, si on peut dire. Hein, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, etc., etc. Bon. La différence fondamentale entre les pays de culture anglo-saxon et ceux de culture francophone dans la CEDEAO, c'est que quand vous regardez les pays de culture anglo-saxon,
vous apercevez que dans ces pays-là, la pratique de la démocratie et de l'alternance démocratique est une réalité. Même le Libéria, qui a connu la guerre les plus fratricides, hein, ayant entraîné la mort de Charles Taylor, et maintenant Prince Johnson qui a échappé à la Cour pénale internationale, pour d'autres raisons certainement, et puis Charles Taylor qui est toujours à la Cour pénale internationale. Ça a généré, c'est que quand vous voyez dans les pays de culture anglo-saxon, au Libéria, aujourd'hui c'est la démocratie. C'est que vous avez la pratique de la démocratie. Les premières élections ont donné l'élection de Sir Ellen Johnson Sirleaf. Elle a fait 2 mandats. Après 2 mandats, la prochaine élection a donné lieu à l'élection de George Weah, qui a fait 1 mandat. Et après, elle a été battue par Mboakai qui est aujourd'hui le président. Donc, il y a eu une alternance. George Weah n'a pas, par exemple, dit « je vais truquer les élections, je vais frauder, je vais modifier la constitution ». On ne voit pas ça. On ne voit pas ça en Sierra Leone non plus. On ne voit pas ça au Ghana. Et au Nigeria, il y a un modus operandi qui permet une gestion rotative du pouvoir entre le sud, le nord, etc. Donc, Yoruba, Igbo, Hausa, Fulani, appelez ça comme vous voulez. Donc, on voit bien qu'il y a l'alternance démocratique dans ces États-là. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que ces États sont dirigés par le indirect rule, c'est que le colon anglais a la pratique de indirect rule. Ça veut dire que je ne me mêle pas vraiment depuis l'indépendance, je ne me mêle pas directement, je n'interviens pas dans les affaires de ces États-là. À l'inverse, qu'est-ce qu'on voit dans les pays francophones, par exemple? On voit que la France continue à administrer ces pays comme si c'était des territoires d'outre-mer ou des départements d'outre-mer. Ça veut dire que, reprenez les propos de Simone Barbeau. Simone Barbeau vous explique que, avant le Conseil des ministres, ce qui écœurait Laurent Gbagbo, c'est qu'il doit envoyer un document à l'Élysée pour dire l'ordre du jour du Conseil des ministres. Et l'ordre du jour du Conseil des ministres, en France, on lui dit, tu peux parler de ça, tu peux pas parler de ça, tu ne devrais pas parler de ça, etc., etc. Et ils ne prennent pas les leçons. Ils doivent appliquer cela. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas libres d'agir. Voilà, ils ne sont pas libres d'agir. D'où, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, le retour du souverainisme. Donc, dans ce contexte, nous sommes tous africains. Que je sache, donc, le Ghana, surtout le Ghana, qui est le pays quand même de Kwame Nkrumah, qui est le pays qui a donné l'hospitalité à nous, par exemple, Camerounais, la fille que nous connaissions de Ernest Ouandji, c'était Ernest Ouandji qui est le père avec Oumniobé de l'indépendance du Cameroun, avec Félix Roland Moumi et autres. C'était réfugié au Ghana. Et au Ghana, il a eu un enfant avec une femme ghanéenne. Donc, le Ghana était la base arrière où se retrouvaient beaucoup de personnes pour pouvoir vivre, pour pouvoir se battre pour obtenir l'indépendance de leur pays. Ça, c'était comme ça sous Kwame Nkrumah. Donc, ce Ghana-là, on a été surpris que aujourd'hui, sous le magistère de Akufo-Addo, ce Ghana soit devenu le porte-flingue d'une puissance européenne impérialiste qui vraiment gère les territoires qu'on lui avait donnés sous tutelle. Elle gère ça vraiment comme des départements d'outre-mer et elle s'y accroche tellement qu'elle ne veut pas lâcher le moindre centimètre pour que les pays puissent au moins être un peu indépendants. Donc ce Ghana, disais-je, donc a été le porte-flingue de la France contre le Niger, contre le Mali, contre le Burkina Faso. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le documentaire et le dossier qu'a consacré le journal, le média Reuters. Donc, vous connaissez Reuters, c'est une radio, c'est une télévision, c'est des journaux, c'est des sites internet, c'est la présence sur toutes les plateformes, Twitter, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, Telegram. Et donc, Twitter a consacré tout un dossier au soutien du Ghana aux bandes armées. C'est-à-dire que le Ghana était la base de rampement par laquelle les bandes armées recevaient
les équipements militaires, ça c'est Reuters qui a fait un documentaire fouillé. Et ça n'a pas été démenti par les autorités ghanéennes. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, Reuters est reconnu pour le sérieux de son travail. On retrouvait le soutien aux bandes armées, les comptes bancaires dans les grandes banques ghanéennes où était logé de l'argent qui vient de l'étranger, d'un pays étranger pour qu'ils puissent acheter la nourriture, se soigner au cas où ils sont blessés, etc., etc. Donc, le Ghana était une base arrière pour la déstabilisation des pays de l'AES, dont le Mali, le Burkina et le Niger, qui étaient déjà, en plus, avaient déjà d'autres problèmes sur la tête, comme les populations déplacées, comme la pauvreté, parce que quand il y a le désordre, ça tire de partout, ben, l'activité économique ne fonctionne pas au niveau où elle devrait l'être. Donc, le Ghana était la base de rampement. Et ça, vraiment, ça, c'est quelque chose qui va entacher le magistère de Akufo-Addo. Donc, pendant son passage là, ça va vraiment, il pourra pas, après la présidence, ouais, il pourra rester dans son pays, mais je ne le vois pas sortir de son pays pour aller prendre la parole quelque part. Il risque de se faire prendre un seau de caca sur le visage par des activistes protestant contre sa présence dans leur pays. Donc, ça n'a pas été bon. Et ça a entaché l'image du Ghana, ou bien la perception du Ghana qu'on avait. Donc, cette situation a été vraiment très difficile, ça a été très lourd, ça a été pénible pour beaucoup de pays africains qui ont eu du mal à voir le Ghana dans cette situation. Bon. Et puis arrive l'élection de John Dramani. John Dramani, qui avait déjà été président, je crois, de 2012 à, je pense, 2012 à 2019, je peux me tromper, ou à 2017, je crois. 2012 à 2017, je crois, oui. Et donc, en 2017, donc, c'est Akufo qui avait remporté les élections. Et donc, 2018, hein, je crois, c'est Akufo qui a remporté les élections. Et donc, Akufo a fait son mandat. Et à la fin de son mandat, donc, John Akufo s'en va. Et on attendait de voir s'il y aura un virage dans la politique extérieure du Ghana vis-à-vis de l'AES. Et le changement est intervenu d'abord parce que John Dramani a dépêché une délégation de haut niveau de sa campagne au Mali pour inviter le général de corps d'armée Assimi Goïta. Il a dépêché une délégation de haut niveau au Burkina Faso pour inviter le capitaine Ibrahim Traoré. Et il a également dépêché une délégation de haut niveau au Niger pour inviter le général Abdourahmane Tiani. Donc, au Niger, c'est le premier ministre Lamine Zen qui représentait le Niger. Au Mali, c'est je crois le président du conseil de transition ou le premier ministre qui représentait le Mali. Mais le plus important, c'est que le collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance du Sahel était représenté par le capitaine Ibrahim Traoré. Donc ça, on a vu tout ça. On a vu le capitaine Ibrahim Traoré arriver. On a vu l'accueil qui lui a été réservé à l'aéroport. L'accueil qui lui a été réservé sur le site de l'investiture. C'était un accueil vraiment chaleureux de la part des populations, mais aussi de la part des autorités ghanéennes. On a vu Ibrahim Traoré enlever son chapeau de militaire. Donc c'est comme ça, hein, les militaires se décoiffent quand il faut saluer une femme qui est une autorité. C'est un usage, pas une tradition, mais un usage dans l'armée, dans toutes les armées du monde d'ailleurs. Donc il s'est décoiffé en tant que militaire pour saluer la vice-présidente, ce qui a fait qui était ami à Dramani dans un état, il était vraiment content, on a vu ça. Et il a salué comment on l'appelle, le président de la Cour constitutionnelle. Et enfin, il a salué son frère, comme on dit en anglais, warm greetings. C'est que une salutation, pas chaude, pas vraiment tienne, mais une salutation chaleureuse. Voilà, c'est l'expression chaleureuse entre les deux leaders. Et ils ont échangé, certainement. Ce qui est important, c'est que après la prestation de service, de serment, le président élu et nouvellement élu, et qui a prêté serment, John Dramani, a reçu en visite son frère, comme il a dit, son jeune frère,
Ibrahim Traoré. Donc, ils se sont assis, ils ont eu un échange, et dans cet échange-là, le président, comment on appelle, à la sortie de cet échange, tout le monde a prêté attention à la déclaration qu'allait faire l'un ou l'autre des chefs d'État. Donc, nous sommes africains, la prévalence du droit d'aînesse a fait que c'est John Dramani qui a pris la parole. Donc, John Dramani a pris la parole pour remercier le capitaine Ibrahim Traoré de s'être déplacé. Et ce qui est très important, je dis, le langage diplomatique n'est pas comme le langage de l'homme de la rue. Il doit avoir il est toujours codé, il est toujours crypté, et il faut il faut le décoder, enfin, en quelque sorte. Et là-dessus, je pense que le président John Dramani a décodé ce qu'il entendait, le message qu'il entendait. Quand il dit à coder, mais on peut le décrypter. Il a dit, nous sommes un même peuple. Nous partageons des frontières, mais ce sont des mêmes peuples, et c'est le colonisateur qui a mis les frontières. Donc, déjà, son nom, c'est John Dramani, Draman. C'est le même nom que le prénom du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Et des Draman, nous en avons au Burkina Faso. Donc, ce sont comme il a dit, ce sont des colons qui sont venus mettre des démarcations. Mais sinon, c'était les mêmes peuples. Donc, traduction, les peuples du nord du Ghana sont les mêmes peuples que les peuples de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Ils doivent partager certainement des usages, des coutumes, la religion, etc. Beaucoup de choses en commun. Et donc, il a fait savoir, à travers son échange, que il n'y aurait pas d'abord d'inquiétude sur les populations de l'AES vivant dans son pays. Donc, on sait qu'il y a 3 millions de Burkinabés ou de personnes d'origine burkinabé vivant au Ghana. Il a dit qu'il n'y aurait pas d'inquiétude à ce niveau. Il a rassuré donc les peuples, donc, et les dirigeants de ces peuples-là. Donc, il a rassuré pour les étrangers de l'AES vivant au Ghana. Ensuite, il a dit qu'il faudrait une coopération entre les deux pays parce qu'il reconnaît lui-même que ces pays ont fait face à des crises sécuritaires et qu'il faut une coopération un peu plus aiguë entre le Ghana et les pays de l'AES pour pouvoir ramener la paix à ces niveaux parce que ils veulent développer le commerce, ils veulent développer les échanges. Et les échanges ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas la sécurité à ce niveau. Il a d'ailleurs dit que les commerçants se plaignaient beaucoup des questions de sécurité à ce niveau. Traduction, en français facile, le Ghana tourne la page au soutien à certaines bandes armées sur son territoire. Je me rappelle toujours du président ghanéen Akufo-Addo qui disait devant notre secrétaire d'État Anthony Blinken que oui, j'ai Wagner à mes frontières. Et Anthony Blinken l'a regardé avec le ministre de la Défense dans un air un peu avec un petit sourire en coin. C'était pour Jean lui dit mais toi tu connais l'origine de tes problèmes. Je lui ai dit Anthony Blinken n'a pas répondu. Mais on voit très bien que le Ghana aujourd'hui, le Ghana c'est comment dire ça? Le Ghana, c'est que est un acteur clé dans le retour de la sécurité dans les pays de la Confédération des États du Sahel. Le Ghana est un acteur clé. Donc, à partir du moment où John Dramani dit « Nous allons travailler ensemble parce qu'il y a des problèmes de sécurité et de terrorisme », il a utilisé le mot, de l'autre côté de la frontière, nous allons travailler pour que le calme revienne. On peut très bien comprendre ce qu'il a voulu dire. Ça veut dire que nous ne donnerons plus d'espace aux bandes armées pour qu'elles puissent s'approvisionner en armes et que les armes qui leur sont destinées passent sur notre territoire. Il y aura plus de comptes bancaires ouverts dans les banques ghanéennes pour des dépôts d'argent, etc. Ils ne pourront plus venir se soigner au Ghana. C'est ce que reprochait Reuters dans le document le dossier qu'il avait fait, et qui venaient se soigner au Ghana. Ils avaient des maisons avec des habitats, il y avait des gens qui logeaient là-bas et qui étaient comme, à peu près, comme on peut dire, leur ambassade. Dans les déclarations de John Dramani, on comprend que tout ça, ce sera fermé. Donc, à partir de ce moment, ce sera fermé.
il va manquer d'air et d'oxygène à ces gens-là. Peut-être qu'ils pourront aller en Côte d'Ivoire, mais il va manquer d'air et d'oxygène à ces gens-là sur le territoire ghanéen. Et ce qui va permettre au Burkina Faso, au Mali et au Niger de ramener au plus vite possible la sécurité sur leur territoire, de recraser dans les villages les populations qui ont fui l'insécurité, d'essayer de redonner espoir à ces populations en les aidant à reconstruire et en renforçant la sécurité pour les rassurer. Et après cela, on pourra commencer à parler d'élections qui préoccupent tant les gens en France, mais qui ne se préoccupent pas du sort des pauvres populations qui ont fui, qui ont tout perdu et qui s'entassent dans les grandes métropoles. Voilà à peu près, voilà ce qu'on attendait, par exemple, de la CEDEAO, mais on voit que faute d'absence commune dans la CEDEAO, parce que bon, les gros intérêts prennent la CEDEAO au testicule avec le financement de la CEDEAO, on voit que les États, certains États, hein, au plan bilatéral, commencent à prendre des décisions qui vont dans le sens attendu, à savoir ramener la sécurité dans les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, pour couronner tout, le président Dramani a dit qu'il entreprenait une visite prochainement au Burkina Faso pour remercier le capitaine Ibrahim Traoré d'avoir fait le déplacement. Et je suis persuadé que dans les jours qui suivront, après la visite du Burkina Faso, il fera d'autres visites au Mali et au Niger pour renforcer les relations entre ces États et les pays de l'Ouest. Donc, comme je dis, la diplomatie a ses codes, elle a ses canaux. Donc, on a vu que après la visite de Ibrahim Traoré, donc qui a été très applaudi, hein, le président ghanéen a dit que vraiment, il avait l'impression que c'était Black Star parce qu'il était le président le plus applaudi. Les gens voulaient faire des selfies avec lui, etc., etc. Il a dit que la prochaine étape, une fois qu'il se rendra là-bas, on a vu qu'il a dit qu'il se rendrait au Burkina Faso pour faire une visite. Donc, Ibrahim Traoré étant le président mandaté par les présidents de l'AES, cela suppose que lors des échanges qu'ils ont eus, Ibrahim et ils sont tombés d'accord. Et comme on dit dans le jargon de la diplomatie, la matérialisation de cet accord, c'est le voyage de Ibrahim Traoré, c'est le voyage de Ibrahim Traoré, le voyage de John Dramani au Burkina Faso en visite officielle pour rencontrer Ibrahim Traoré. D'abord, on constate qu'il a fait déjà au Sénégal. Je crois, je ne sais pas s'il a fait déjà en Côte d'Ivoire, mais en tout cas, il a fait déjà au Sénégal. J'ai vu ça sur la page de Bassirou Diomaye Faye et je pense que ça devrait continuer pour affermir les relations entre les pays. Voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que, et même, vous voyez, John Dramani est élu. La première sortie de John Dramani, ce n'est pas à Londres, hein, ce qui est l'ancienne puissance tutélaire du Ghana. La première sortie, c'est dans les autres pays africains. Donc, et même avant son élection, il s'est déplacé dans les autres pays africains pour inviter les chefs d'État à venir à sa cérémonie d'investiture. Donc, ce qui est à noter, c'est que dès son retour dans son pays, le président du Burkina Faso a envoyé son ministre des Affaires étrangères chez son homologue du Niger, qui est venu lui remettre un courrier, je crois. Et le courrier, c'est pas compliqué. Le courrier, c'était pour certainement leur faire un compte rendu de la visite qu'il a eue au Ghana, de ce qu'ils se sont dit. Hein? La matérialisation de ce compte rendu, parce que je pense pas que c'est dans le courrier que c'est dit. Ils doivent s'appeler au téléphone et puis échanger, etc. Et il envoie le ministre des Affaires étrangères. C'est les usages diplomatiques pour remettre un courrier qui matérialise le fait que voilà, je me suis rendu au Ghana, voilà de quoi on a échangé, voilà de quoi il en est, le Ghana s'engage à collaborer avec nous, donc il va falloir que nous travaillions pour mettre sur la table ce qu'on appelle en anglais un proposal. Dans la diplomatie, ça marche comme ça, et c'est sur la base du proposal que les deux États vont commencer à échanger pour trouver un terrain d'entente et pouvoir faire évoluer la situation. Voilà. Donc il a également envoyé le capitaine Ibrahim Traoré, un émissaire au Mali, son ministre des Affaires étrangères au Mali, un porteur d'un message au général de corps d'armée Assimi Goïta, qui est le président de la transition, afin de le faire savoir. Donc, c'est ce qu'on attend de voir des dirigeants africains. Voilà. L'expression de la solidarité, travailler ensemble, se mettre en accord pour que dans chacun de ces pays règne la paix, la sécurité, la prospérité, etc., etc. Donc, le Ghana l'a fait.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le Ghana a forcément besoin, parce que tout le monde, je ferai un direct après celui-ci pour parler du Togo. Je dis que vous pouvez voir vous-même comment le Togo a ramassé les marrons au feu. Je dis que avec tout le désordre qu'il y a eu là dans l'AES, le pays qui a su jouer une position de neutralité, qui a su jouer une position neutre, ça a été le Togo. Et la position de la diplomatie togolaise aujourd'hui récolte les fruits, au moins parce que 90% du trafic qui a été perdu au port de Cotonou, ce trafic-là aujourd'hui s'est dirigé vers le port de Lomé. Hein, le Togo récolte cela. Donc, mais également le trafic qui a été perdu au port d'Abidjan et au port Accra est parti aussi vers le Togo. Donc le Togo s'est retrouvé vraiment avec boum, la manne qui est tombée du ciel. Et je pense que là-dessus, la position, nouvelle position défendue par le président John Dramani, devrait permettre au Ghana de retrouver la place qui aurait dû être la sienne. Ça veut dire que une place de choix, un partenariat. Je veux dire que en diplomatie, ça c'est quand vous lisez, comme on dit ici aux États-Unis, international politics, vous avez deux moyens d'avoir l'influence. Vous avez l'influence, soit si vous dites, je fais la guerre, je casse mon frère, ou bien je travaille avec lui, je fais du commerce, etc. Et je crée, donc c'est ce qu'on appelle le courant réaliste, la guerre, etc., etc. Et il y a un autre courant qui n'est pas le courant réaliste, donc qui permet de dire, voilà, qui est le courant pacifiste un peu, qui se fonde sur les travaux de Kant, hein, le multilatéralisme, le commerce, les échanges. C'est un moyen de rechercher la paix, parce que si nous autres, nous faisons les affaires ensemble et que, en cas de trouble, nous sommes les deux principaux perdants, donc nous avons tout intérêt à faire régner la paix. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le Ghana veut bien, sur la façade maritime, avant que ne rentrent en scène des acteurs comme l'Algérie et le Maroc, le Ghana veut bien, sur la façade maritime, commencer à profiter commencer à consolider sa position, parce que cette position de accès ou de désenclavement des pays du Sahara, du Sahel, va être bientôt disputée par l'Algérie et le Maroc, hein, qui se disputent d'ailleurs. Mes frères algériens et marocains, j'ai fait un article sur le croissant rouge algérien qui a fait un don de 4 avions au Burkina Faso. Alors, j'ai vu, on est à plus de 200 commentaires. Je les ai lus, où il y a d'un côté les Algériens qui disent c'est nous les leaders, d'autre côté les Marocains qui disent c'est nous les leaders. Je voulais dire à nos frères marocains comme algériens qu'on vous aime tous au même niveau. Hein, on coupe la poire en deux. L'amour que nous avons pour les Algériens, c'est le même amour que nous avons pour nos frères marocains. Bon, voilà. Le Maroc, je l'ai dit dans une présentation, a offert un groupe électrogène qui produit 40 mégawatts au Niger pour pouvoir électrifier 40% de la population de Niamey. Ça, c'est tout à l'honneur du Maroc. L'Algérie aussi a envoyé 4 avions avec l'aide humanitaire pour permettre au Burkina Faso, à l'État burkinabé, de ramener dans les villages, hein, surtout en saison sèche, de ramener dans les villages beaucoup de personnes qui étaient déplacées, parties en ville, de les réinstaller dans les villages, ce qui va faire du bien, grand bien à la ville de Ouagadougou, de Bobo Dioulasso, où les populations s'étaient entassées, donc de les ramener dans les villages et de leur redonner l'espoir, la vie, afin qu'elles puissent reprendre leurs activités. Donc on a vu ça. Donc ça veut dire que pour l'AES, le Maroc, l'Algérie sont deux partenaires équivalents, c'est qu'au même niveau. Et l'autre. Donc, comme je disais, le Ghana, l'Algérie et le Maroc ont construit 2 autoroutes qui vont permettre de désenclaver l'AES. Ça veut dire que l'AES va avoir accès à partir du port de Tanger, hein, au Maroc, mais va avoir accès aussi à partir du port de Alger, de plusieurs ports de Alger d'ailleurs. Ça ne va plus être comme avant. C'est-à-dire que et je parlerai de ça quand je ferai une vidéo sur la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce qui est arrivé aux autorités ivoiriennes, mais elles ont commis une erreur. Et ce genre d'erreur, généralement, ça se paye cash. Ça veut dire que le fait ouvrir leur territoire, bref, d'appliquer des sanctions qui n'en étaient pas une. Dans ce monde-là, comme on dit, no pitié in business. L'Algérie a profité pour valoriser
son autoroute qui va bientôt être terminée. Le Maroc aussi pareil. Donc en termes de supply chain, ils offrent des possibilités au pays de l'AES. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, l'Égypte aussi prépare, avec un projet qui est soutenu par les États-Unis et les pays du Moyen-Orient, l'Égypte aussi prépare la ligne de chemin de fer à deux sens qui va traverser tout le Sahara. Donc, dans ce contexte, le Ghana se positionne d'abord, première chose. Deuxièmement, rassure les peuples. Si c'est les mêmes peuples qui sont de part et d'autre de la frontière, rassure les peuples. Ensuite, promeut le commerce entre les États africains, quand on sait que les échanges entre pays africains ne représentent que 1% de leurs échanges. Donc, c'est très faible. On veut voir ça augmenter. Donc, le fait que John Dramani dit, nous allons travailler pour amener la sécurité très vite du côté des deux frontières et augmenter le commerce entre les deux pays, c'est quelque chose d'important. Ensuite, le Burkina Faso se positionne comme étant un acteur important dans la production agricole. Donc, on va devoir bientôt commencer à exporter ces productions agricoles. Ces productions agricoles vont bien devoir sortir par le Ghana en utilisant les infrastructures de supply chain, donc de transport et de logistique du Ghana, son port, etc. Et le Ghana, s'il rafferme sa situation avec le Burkina Faso, a la possibilité de développer le nord du Ghana. Vous savez que le nord du Ghana, en mettant en place des infrastructures comme la Côte d'Ivoire avait l'ambition, avec le port sec de Foyeke-Sédougou, qui va permettre, par exemple, au nord du Ghana, d'accueillir certaines industries, certains industriels qui peuvent produire et vendre dans les pays de l'AES. Voilà. Et aussi, l'AES va être l'endroit où il y aura beaucoup de commerce. Le fer, le lithium, etc. Le Ghana peut, par exemple, se positionner pour le transfert du lithium du Mali à partir du port de Accra. Pour le transfert du phosphate du Burkina à partir du port d'Accra et autre chose, par exemple au Niger à partir du port d'Accra. Donc, la normalisation en cours du Ghana, c'est une bonne chose. Mais également aussi, ça a pour conséquence d'affaiblir les positions diplomatiques de la CEDEAO, où il y avait des va-t-en-guerre au sein de la CEDEAO, on les connaît, ils étaient 4. Il y en a un qui est parti, Macky Sall qui a été battu aux élections. Il y en a un qui s'en va bientôt, c'est Patrice Talon qui a dit qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections, qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. On attend de voir. Ça, ce sont que les paroles de politiciens. Ça peut aussi permettre d'endormir et désarmer ses adversaires politiques. Mais on verra s'il ne brigue pas le 2e mandat, le 3e mandat, autant pour moi. Et donc, le 2e sera parti et il restera 2 autres. On va voir, mais ça a pour conséquence d'affaiblir les positions de la CEDEAO et de remettre sur le tapis le Ghana qui devient un partenaire économique de choix pour les pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. Je pense que c'est une actualité qu'on va suivre. On va suivre déjà la visite de John Dramani au Burkina Faso. On va suivre ce qu'il va dire au Burkina Faso. On va voir de quoi il va parler avec le président Ibrahim Traoré. Et après, comme toujours, on vous fera un compte rendu sur notre média. Donc, je vous prie de vous abonner massivement, d'inviter vos amis à s'abonner sur ce média, de partager la vidéo pour que le maximum de personnes puissent la regarder. Abonnez-vous parce que c'est le seul moyen de recevoir les notifications. Quand vous n'êtes pas abonné, vous ne pouvez pas les recevoir. Vous activez la petite cloche. Mais également, vous soutenez le développement de la chaîne avec le thank you ou bien avec la souscription du membership. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine, une agréable journée. Restez scotchés sur notre chaîne car ici, le meilleur est à venir. Bye.